Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le 14 juin 2024. Il est 6h10. Alors j'ai pas fait de market review hier parce qu'en fait j'ai un peu l'impression là depuis quelques temps de me répéter. Bon, je vais quand même faire un petit peu le point. Là, on arrive en fin de semaine. On est proche de la clôture weekly. Encore une fois, voilà ce que nous montre l'indice du dollar, hein, le DXY. Et si on avait besoin d'une confirmation supplémentaire, on l'a eu ici, hein, on voit bien que pour l'instant, le dollar évolue toujours dans ce range. Qu'à un moment, évidemment, un range c'est fait pour être cassé et que tout ça va finir par se déterminer. On a eu, à l'occasion des annonces économiques de cette semaine, des impulsions quand même assez magistrales. On n'en a quand même pas souvent des comme ça, hein, sur le dollar. On voit que la dernière en date, on ne compte pas celle-ci, ça remonte quand même au mois d'avril. Alors, on voit ici qu'on a eu une impulsion haussière qui est venue taper donc le haut du range ici, que j'avais délimité déjà il y a un petit moment. Donc là, on peut considérer qu'on est dans la zone premium et que suite à l'annonce suivante, celle du 12 juin, on a eu quasiment tout le range qui a été recouvert. Je dis quasiment parce qu'on est venu voilà, retravailler la fin de cette zone d'imbalance ici et que le dollar a refait l'exact quasi inverse mouvement dans l'autre sens. Alors évidemment, ça va se traduire notamment sur les contreparties, en l'occurrence les risk-on, par également une situation de range qui est vraiment pas confortable en fait, hein, à trader. Je vais aller sur le CME. Voilà ce que ça donne. Alors c'est sûr que en tant que trader, on a besoin de quoi? On a besoin d'une tendance. C'est a priori ce qu'on va essayer d'utiliser pour trouver des modèles qui vont à notre avantage. Là ici pour l'instant, la tendance, elle ne se détermine pas. Elle est déterminée sur vraiment les hauts time frames. En l'occurrence, on voit bien ici qu'en weekly, on aurait du mal à dire qu'on est dans une tendance baissière, on voit bien. Mais là, en fait, depuis la saisie de l'ancienne ATH, alors on était à combien? On était autour des 74 000. Alors le CME, il y a un gap, hein, il y a toujours un gap par rapport au prix qu'on va pouvoir observer sur les brokers traditionnels, crypto. Je vais revenir sur le CME quand même parce qu'il permet quand même d'observer certaines actions du prix qu'on ne va pas pouvoir observer sur les autres brokers, ne serait-ce que parce que sur le CME, on a des clôtures. On voit bien que là, on est depuis le mois de mars en fait, hein, depuis la capture du précédent ATH, on est dans un range. Bon, et après, la fractalité, vous connaissez le principe, hein, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir une impulsion, une consolidation, le fameux comment dire, mouvement un peu de manipulation, et puis après une expansion. Donc en termes d'action du prix, là si on prend un petit peu de recul, est-ce qu'on peut considérer ce mouvement ici comme un mouvement de manipulation qui va nous mener vers une nouvelle expansion? Peut-être. Peut-être, c'est compliqué d'extrapoler. C'est compliqué d'imaginer également le Bitcoin sous son prix de production, mais bon, le prix de production il est quand même bien plus bas, hein, il est actuellement des 40 000, bon ça laisse quand même un petit peu de marge ici, hein. Et si Bitcoin revenait au niveau des 40 000, ça nous ferait quand même un 30, un 40% quand même, hein, de retracement. Donc c'est quand même pas rien, même sur un asset aussi volatile que le Bitcoin, mais quand même 40%, c'est quand même pas rien. Donc c'est pas une situation qui est très confortable, et c'est vrai que je dois avouer que moi-même, sur le Bitcoin, en tout cas sur les cryptos, j'ai actuellement un taux de réussite qui est quand même moins bon que celui que je peux avoir d'habitude. Et en tout cas, évidemment, et ça c'est toujours le cas de toute façon, moins bon que sur les indices. Donc il faut en prendre acte. Je pense il faut revoir les prétentions de nos modèles à la baisse. Autant jusqu'à présent, on pouvait avoir des modèles qui nous permettaient de penser à une capture de liquidité, et puis on va prendre celle qui est au-dessus. Mais là, en l'occurrence, on est dans un environnement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors je vais aller en 1 heure. Voilà, par exemple, ici, on avait eu une prise de liquidité, on a bien eu un break de structure, on a eu, qui laisse derrière lui un fair value gap, donc le fameux modèle 2022, avec un range qu'on pourrait identifier ici. Voilà, donc modèle 2022, réintégration, on est dans le discount réintégration du premium. Arrivé ici, je suis trader, je dis bon c'est bon, il va venir prendre cette zone. Et non, et non. C'est-à-dire qu'en fait, souvent la maturité des mouvements qu'on va trader, ça va pas forcément être des liquidités externes, ça va être souvent des liquidités internes. Mais là où c'est très piégeux, c'est que les liquidités internes, elles vont parfois se trouver juste sous les liquidités externes. C'est là où il faut faire attention. Donc
moi, ce que j'ai envie de recommander ici, et ce que je me recommande d'ailleurs, parce que c'est vrai que je me suis fait sortir plusieurs fois à cause de ça, c'est plutôt d'aller chercher des ratios. Et en l'occurrence, moi je pense qu'actuellement, tant que le marché ne s'est pas déterminé à nouveau, je pense que viser des 1 pour 2, c'est déjà très bien. Et que c'est probablement ça qui peut permettre de faire la différence entre une stratégie gagnante et une stratégie perdante. En l'occurrence ici, on peut déjà essayer de déterminer, c'est une zone d'inefficience, et on va rentrer à l'entrée de cette zone d'inefficience. C'est-à-dire qu'ici, donc là je longue, je détermine l'inefficience, alors là je suis en 1 heure. Ensuite je vais regarder ici, dans cette zone, la dernière inefficience, dans la time frame dans laquelle je trade, ici je suis en 1 heure, donc je vais regarder en 1 heure. Bon, on voit qu'ici on a on a quand même des volume imbalance, donc il faut faire attention. Donc moi je serais tenté de me positionner voilà, sous les dernières inefficiences. On voit ici volume imbalance, ici imbalance également, enfin fair value gap, et 2 points, où est-ce que ça m'emmène? Ça m'emmène ici. Alors c'est sûr qu'après coup on peut se dire bah oui mais il y avait encore tout ça. Ok, il y avait encore tout ça. On pouvait aussi très bien déterminer dans notre biais que la target de ce mouvement, tant que la tendance n'est pas déterminée, c'était cette zone. On n'avait aucun moyen d'anticiper que ça pouvait être juste sous cette buy side liquidity. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 2 points. Et je pense que dans l'état actuel du marché, c'est quelque chose qui va faire le job. On voit bien, ici, donc là on avait des relative equal low, on est venu les prendre, break de structure, fair value gap, on rentre ici, on place le stop sous la dernière inefficience, et 2 points. Moi, actuellement, c'est ce que je vais recommander, en tout cas sur Bitcoin, sur Ethereum, ça va être à peu près la même chose. On est vraiment dans un environnement. Alors là, on a fait une incursion ici dans le discount de ce range, qui est ici un range weekly, et on voit que le prix il laisse derrière lui un relative equal low. Donc là, on a en fait autant de raisons de penser qu'il va réintégrer le premium, qu'il va aller dans le discount travailler cette zone. Donc là, en 1 heure, si je mets en 4 heures, voilà la forme que ça prend. Si je me mets en 15 minutes, on voit comme ça qu'on a des paliers, mais on n'a pas une tendance qui est clairement identifiable. Alors ici, on voit évidemment une tendance baissière, mais regardez comment le prix, il est vraiment, il est choppy, quoi. Donc, il faut vraiment être prudent. Moi, je pense qu'il faut, pour trader ce genre d'environnement, il faut être un petit peu expérimenté, et même en étant expérimenté, il faut être très conservateur et très défensif, je pense. Parce qu'on a plein de faux signaux qui nous font penser que ça y est, ça repart, et je pense que si vous essayez de rentrer à chaque semblant de breakout, en fait, vous risquez de cramer progressivement votre capital en faisant ça. Donc très attention. C'est vrai que le modèle 2022, c'est un modèle qui est malgré tout assez simple à mettre en place et qui peut offrir de bons résultats, mais il faut être raisonnable dans vos objectifs, raisonnable dans votre approche, ne pas être trop greedy. Et personnellement, moi, c'est ce qui m'a perdu à plusieurs reprises cette semaine, c'est voilà, vu que j'ai enchaîné des petites pertes, c'est de dire bon bah là j'ai un setup qui a bien fonctionné ici, je vais essayer de récupérer un maximum, et en fait non, ça n'a pas marché comme ça. Là par exemple ici on aurait très bien pu se dire, là on a eu une prise de liquidité, ici on a une structure de retournement, voilà, un fair value gap, et l'objectif ça va être, et c'est vrai que oui, c'est tout à fait envisageable et tout à fait raisonnable de se dire l'objectif ici, ça va être de réintégrer, de venir prendre cette zone de consolidation dans laquelle, ici, au plus haut, il doit y avoir de nombreux stops qui résident. Mais non, voilà ce qui se passe. Et donc, si on n'est pas un peu pragmatique, on va avoir ici à faire un retracement qui va diminuer nos gains. Et si on a enchaîné plusieurs petites pertes, arriver ici, on va se dire non, parce que là, cette semaine, j'ai perdu 3 à 4 trades. Si je sors ici, je vais même pas récupérer ce que j'ai perdu en début de semaine. Donc, c'est pas grave, j'attends. Et hop, au mieux break-even, au pire déni, et on se retrouve avec une position perdante supplémentaire. Et c'est là que la psychologie, elle vient quand même jouer son rôle. Donc, je vous l'avais montré, je pense que vous pourriez regarder la toute première vidéo que j'ai faite, c'était un live pour le salon VIP, où je montre une courbe d'équité avec un risque reward de 2 pour 1. Et vous allez voir que même en gagnant un trade sur 2, vous avez une courbe d'équité qui est magnifique et qui fait quelque chose qui ressemble à... Alors, on n'est pas sur une pente exceptionnelle, mais on est... Voilà, quelque chose qui fait ça. D'accord? En gagnant ou en perdant, suivant votre psychologie, un trade sur 2. Voilà. Et il faut être à 40% de réussite pour se retrouver à l'équilibre. C'est-à-dire que si vous gagnez en gros un trade sur 3, c'est-à-dire que si vous perdez 2 trades sur 3, avec un ratio de 1 sur 2,
vous êtes à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut perdre plus d'un trade sur 3 pour vous retrouver avec une courbe d'équité qui est cette forme. Et très franchement, vous pourriez très bien trader à pile ou face, et avec le jeu des statistiques, des probabilités, vous retrouvez à avoir une position gagnante sur 2, et vous retrouvez au final avec une stratégie gagnante. Pour un modèle qui n'est pas un modèle, parce que tirer à pile ou face, c'est pas vraiment considéré que ce soit un modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans l'environnement actuel, c'est ce que je recommande, c'est ce que je me recommande même, je le dis publiquement, Jim, fais du 2 pour 1 et tu vas t'en sortir. Donc faites du 2 pour 1, et je pense que si vous appliquez des modèles aussi simples que le modèle 2022, et après évidemment vous pouvez aller chercher des modèles plus élaborés, mais même avec des modèles plus élaborés, en fait, 2 pour 1, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. À un moment donné, la tendance, elle va se déterminer dans les hauts time frames. Alors, elle sera peut-être à la hausse ou elle sera peut-être à la baisse. Ça va, à mon avis, se déterminer par quelque chose d'assez violent, je pense, en sortie comme ça de ce genre de configuration, comme ça a été le cas par exemple ici. Vous voyez, cette structure de consolidation, bon là ça paraît tout petit comme ça, mais ça a duré quand même de août 2023 à fin octobre 2023, ouais c'est ça. Et après, on a eu, d'ailleurs je vais revenir dessus, un faux breakout, et ensuite quelque chose de très impulsif. Et vous voyez qu'une fois que la tendance est déterminée, regardez toutes les occasions que vous avez de vous positionner. Vous en avez plein, d'accord? Mais là, on est vraiment dans une tendance. C'est-à-dire que là, on va pouvoir privilégier dans nos setups des mouvements qui vont dans le sens de la tendance. Et voilà, et c'est quand même beaucoup plus confortable. Si tant est de dire que trading peut être confortable, je pense pas que c'est confortable de trader, mais en tout cas, on est ici, on a une tendance de référence qu'on va pouvoir essayer d'accompagner dans notre trading. Donc voilà, cette situation de range ici, si vous regardez bien, on est le 14 janvier. Moi, en fait, je le vois pas, je vois pas sortir de ce range avant la fin du mois. C'est vrai que je radote un petit peu, mais moi, je pense que jusqu'à la fin du trimestre, jusqu'à la prochaine clôture trimestrielle, alors voilà où on en est pour l'instant. Je vais aller sur le... Voilà où on en est au niveau trimestriel, en fait. On voit bien que là, on est ici dans une jambe haussière, dans une tendance qui est haussière. On est en train de retravailler ici une zone d'inefficience, donc là qui a duré quand même 3 ans, et que globalement, en trimestriel, on est pour l'instant, bon c'est dur de dire pour l'instant en parlant de trimestriel, mais bon, imaginons plus haut, lower high, ou lower low. Et est-ce que ici on est sur un lower high, sachant qu'on n'est pas encore tout à fait venu combler cette zone d'inefficience ici, quoi. Donc on pourrait très bien, à un moment donné, mais bon, ça va peut-être prendre encore des années, venir retravailler cette zone, et après nous marquer encore un lower low. Bon, là c'est vraiment, on est sur de l'extrapolation qui est de l'ordre de presque une génération en fait. Là on est en 86 et là on est en 2024. Donc oui, ça fait quand même 40 ans quoi. Donc voilà le contexte, faut quand même pas l'oublier. Le contexte, il est également que le dollar ici, il a quand même laissé des zones d'inefficience dans cette zone, et que là, on a un immediate rebalance ici. On voit bien, immediate rebalance qui a priori est une figure de continuation, qui a pour objectif une zone de low resistance liquidity run. Et on voit qu'ici, ça en est une. Bon, je vais sortir du trimestriel parce que là, c'est pas l'objet. Là, je suis sur un market review, je suis pas sur un weekly review ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, voilà le contexte où on en est actuellement. Consolidation. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Alors, sur les finances traditionnelles, par contre, là, on voit qu'on a quand même une tendance qui est quand même plus clairement déterminée. En tout cas, si je mets en daily, bon, après, c'est sûr que la vocation d'un indice, structurellement, de par la façon dont il est formé, la vocation d'un indice, c'est a priori de monter. Sachant que les valeurs qui sous-performent les 500 premières valeurs sur le SP500, les 100 sur le Nasdaq et les 30 sur le Dow Jones, elles sortent de cet indice pour laisser à la place à une valeur qui performe mieux. Donc la vocation d'un indice, c'est de performer. Par contre, à un moment donné, on va avoir un stress structurel qui va affecter toutes ces valeurs, et c'est là qu'on va observer un retracement. Et on voit qu'actuellement, c'est absolument pas le cas. Voilà le SP500, voilà le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui est en plus porté par l'intelligence artificielle notamment, et voilà ce qu'on... Alors là très clairement, on peut, là je pense commencer, on peut parler de bulle quand même ici, sur cette impulsion là. On n'en a pas eu beaucoup des comme ça. Il faut remonter, je vais aller en weekly, quelque chose d'aussi impulsif. Ah oui non, on va aller sur... voilà, la bulle des dot-com, 2000.
la bulle des subprimes, ici. Voilà, on sait pas comment ça s'est soldé, hein, et pas oublier que ce niveau, donc qui correspond au top de novembre 2007, il nous aura fallu 3 ans pour le réintégrer. Plus de 3 ans. Donc, bon, on voit que régulièrement, hein, le Nasdaq, il procède à des rééquilibrages. Bon, alors là, évidemment, là, c'est la suite de l'événement Covid. Mais là, cette impulsion ici, là, à un moment donné, elle va réclamer une contrepartie. À quel moment, je ne sais pas, mais elle va en réclamer une. C'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est soutenable des mois et des mois dans le temps. Mais en tout cas, là, pour l'instant, faut être gonflé pour lutter contre la tendance. À un moment donné, il va y avoir un découpillage. Et je pense que ça sera probablement violent. Mais là, c'est absolument pas le cas. Donc le Nasdaq, le SP500, qui là est dans une consolidation, mais comme il a été ici, hein, on voit bien, ici une jambe impulsive, une consolidation, un faux breakout, et là, a priori, il a l'air de vouloir reprendre la trend haussière la suite à ce faux breakout. Le Dow Jones, qui lui, dans quelque chose, montre quelque chose qui ressemble quand même davantage à ce que montre le Bitcoin. Hein. Alors, on va pas parler non plus de tendance baissière, mais on voit ici que les valeurs industrielles là, sont plus dans une structure de consolidation et vont délimiter un range ici. Voilà, donc a priori, tant qu'on est toujours dans ce range, eh ben, on va essayer de privilégier en bas du range des longues et en haut du range de passer vendeurs. Pour l'instant, là, on est sur un range qui est monthly. Voilà, on voit bien ici que là, le prix, il est contraint à l'intérieur de cette bougie mensuelle. Donc c'est sûr que actuellement, c'est pas vers le Dow Jones que je vais forcément me tourner pour aller trader les indices. Hein. Ça va plutôt être sur le Nasdaq et le SP500. Le SP500, il a quand même cette qualité d'être moins véloce et donc, je vais pas dire plus facile à trader, mais en tout cas moins imprévisible que le Nasdaq. Ce range du dollar, on va le retrouver également sur le gold. Bon, pareil, c'est pas un environnement qui va être très facile à trader, je trouve, actuellement. Alors, il y a quelque chose quand même que je surveille, et ça je vous en avais déjà parlé très attentivement, c'est la dynamique d'Ethereum contre le Bitcoin. Et là, on va prendre un petit peu de recul, mais voilà quand même ce que nous présente là actuellement Ethereum contre le Bitcoin. On voit qu'ici, donc on est sur un breaker weekly, et que le prix semble vouloir réagir au contact de ce breaker. Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit la dernière touchette, hein, ici. Donc je me méfie quand même là de cette jambe en daily. Mais après, si on fait jouer la fractalité, ben on voit que en daily, on a également un breaker ici. On voit bien. Alors c'est pas un high resistance, hein, c'est un low resistance, mais en tout cas, on voit que ici, cet order block, il a échoué. Qu'il y avait bien qu'il y ait plusieurs fair value gap, mais on va surtout s'occuper du dernier, celui qui est consécutif à l'order block. L'order block, il est ici, c'est cette bougie. Et que là, le prix, il semble vouloir réagir au contact de cet order block. Je serais personnellement étonné qu'ils viennent pas faire des incursions dans cette zone d'inefficience ici. Donc, c'est peut-être le moment, pour ceux qui veulent faire travailler leur Bitcoin, de les revendre pour switcher sur des Ethereum. Une autre solution aussi, et moi c'est ce que j'ai engagé, je vous dis pas de le faire, mais et peut-être que le marché ne me donnera pas cette joie, mais c'est de faire un Daily Croquette ici, dans cette zone. C'est-à-dire de placer des ordres avec une invalidation, moi je mettrai une invalidation direct sous la structure, hein, et de placer des ordres ici. Bon, alors là j'en ai mis 4, mais ça peut être 5, 6, et ça peut être, si vous appliquez le principe du Daily Croquette, c'est une martingale avec des ordres qui s'écartent légèrement. Donc moi j'en ai mis 8. Pas sûr que le prix vienne jusqu'ici, mais si le prix vient jusqu'ici, faut pas non plus écarter la possibilité qu'il vienne retravailler également son breaker weekly. C'est tout à fait possible, hein, qu'il vienne par ici. L'invalidation, pour moi, elle serait sous ce niveau. J'ai du mal à croire que, enfin pourquoi pas après tout, hein, mais que si vraiment Ethereum vient casser ce niveau, c'est vraiment que ça sent pas bon pour Ethereum, ou c'est que l'entièreté du marché c'est pris une douille. Mais bon, en tout cas, voilà. Là, je pense que si on devait avoir un changement de tendance sur d'Ethereum contre Bitcoin, ça pourrait commencer par ce genre de structure. Mais il faut se méfier parce qu'on l'a déjà eu ici, vous voyez, on a déjà eu ici prise de liquidité, changement de caractère, avec une fractale ici, et non, on en a eu un deuxième, changement de caractère, qui est un peu moins net, mais non. Et là, on a eu une jambe baissière qui est venue capturer toutes les liquidités laissées par ces deux impulsions. À nouveau, ceux qui sont un peu moins patients, on peut se dire, ça y est, on a un changement de caractère.
je rentre ici, et non. Alors là, il faut quand même avouer que celui-là, il est quand même beaucoup plus franc. Donc ça pourrait tout à fait être ici, si on fait jouer notamment l'agenda, l'arrivée des ETF Ethereum, ça pourrait tout à fait être le moment. Voilà, donc bon, être attentif ici. Je pense que ça se trade, moi en l'occurrence, c'est plutôt à travers du margin trading que je plutôt, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de revendre mes bitcoins contre des Ethers, mais par contre de spéculer à travers un compte margin sur PrimeXBT, parce que sur PrimeXBT, je peux trader Ethereum contre Bitcoin en margin, c'est-à-dire que je peux le trader à la hausse ou à la baisse. Je peux spéculer sur la hausse ou la baisse d'Ethereum contre Bitcoin. Voire même, je peux utiliser du levier pour le faire. Donc, c'est plutôt la méthode que je vais employer, mais c'est OK pour, si vous avez quelques bitcoins. Quand je parle Bitcoin, je dis pas que vous avez des bitcoins. Hein, moi, je parle de le Bitcoin en tant que asset. Si vous en avez, à mon avis, dans cette zone-là, je pense que c'est OK pour commencer à en switcher quelques-uns contre l'Ethereum. Alors, pour terminer, j'avais vu une question de Joe, dans Vocal Chat. Alors, c'était Turtle Soup, Order Block, Trend, Range, si tu t'ennuies. Alors bon, je m'ennuie pas, mais je vais quand même essayer de te répondre. Enfin, je vais plutôt surtout te renvoyer vers les contenus, notamment ceux d'ICT, où il explique un peu ce phénomène, parce qu'il y a plusieurs vidéos où il en parle. Et comme toujours, j'ai surtout pas la prétention de me substituer à ICT. Je peux éventuellement, vous donner les grandes lignes, et après vous renvoyer vers les contenus où il parle de ça très en détail. Alors, le principe du Turtle Soup, il est quand même, finalement, il est quand même très simple. Je vais essayer de noter. Je vais noter comme ça. En gros, le principe, tu as une tendance qui peut être haussière ou baissière. En sortie de cette tendance, tu vas voir, ça reprend un peu le principe du Power of Three, hein. Tu vas avoir une structure de consolidation. Ensuite, tu vas avoir un faux breakout et une prise de liquidité. Voilà, donc ça c'est pour un Turtle Soup haussier. Et le contraire, donc tu as une tendance haussière. Alors ça c'est fractal, hein. C'est-à-dire que ça évidemment ça va s'appliquer à n'importe quelle unité de temps. Ça va du 1 minute au trimestriel. Une consolidation, un faux breakout et une réintégration du plus bas de cette impulsion. Alors si on parle sur une journée, assez souvent ça va se traduire de cette façon-là. Alors ça c'est évidemment quelque chose qui peut se trader. Après, le Turtle Soup, c'est un peu comme certains considèrent que c'est un modèle, c'est plus une dynamique en fait, c'est un peu comme le Power of Three ou le Market Maker Model, hein. C'est-à-dire que c'est une dynamique à l'intérieur de laquelle tu vas pouvoir employer des concepts d'ICT ou autres d'ailleurs, hein. Tu peux très bien trader, c'est vrai que j'oublie de le rappeler souvent, mais il n'y a pas que ICT non plus dans la vie, hein. Alors ça va se traduire comment? On va donc avoir ici, par exemple sur la New York, on va avoir une impulsion qui va laisser donc un plus bas ici, derrière elle, ça peut être par exemple le plus bas de la New York AM. On va avoir une impulsion ici, on va avoir ensuite la New York PM, qui souvent est une continuation de la New York AM, et arrivé ici, on va avoir la session asiatique, voilà, qui souvent est une consolidation. Et sur la London, on va avoir ce qu'on appelle la London Reversal. Donc le voilà, le début de notre Turtle Soup. Ensuite, on va avoir donc ici un faux breakout qui peut laisser penser à une continuation de cette tendance. Ici, on va avoir une réintégration qui va laisser derrière elle un imbalance qui va venir prendre le plus bas de cette impulsion. Voilà, donc ça, on a bien donc ici mettre au même niveau. Donc on va plutôt se mettre là comme ça, voilà. Ensuite, une consolidation, un faux breakout, on aura ici, et une réintégration du plus bas de cette impulsion. Voilà, Turtle Soup. Alors, comment les repérer? Je pense que là, c'est assez... Alors, c'est sûr que là, c'est un schéma, cette chose. Ça a toujours l'air plus clair quand on fait un schéma que lorsqu'on regarde une charte. Ce que dit ICT, et ce que moi, je vous encourage à aller vérifier, c'est que on a en fonction des assets, on va avoir des zones temporelles. Et là, en l'occurrence, là, je vous les ai données, hein. Ici, on va avoir New York AM, New York PM, ici, la session asiatique, et ici, la session, la London. Et ce que dit ICT, c'est que ce mouvement-là, il appelle ça, lui, très modestement, la ICT Kill Zone, ici. En tout cas, sur le Forex, hein, c'est-à-dire Euro-USD, par exemple. Ça, c'est entre 7h et 9h. Voilà, ce qu'ils appellent donc la ICT Kill Zone. Évidemment, on pourra observer, par exemple, en fonction des assets, on aura quand même
certaines spécificités. Ce mouvement-là, ça c'est un mouvement assez traditionnel. Là, cette réintégration de cette jambe ici, alors qui pourrait être baissière ou haussière en fonction de la dynamique dans laquelle on se trouve, c'est souvent quelque chose qu'on va observer entre 8h30 et 10h sur les indices. D'accord? C'est entre l'ouverture du CME et la fameuse silver bullet sur les indices. Donc 10h. Mais bon, alors ça évidemment, allez le vérifier. Ne me croyez surtout pas sur parole. Il y a évidemment plein de contre-exemples à ça. Hein, et parfois, le prix fait pas du tout. Le prix, il peut aussi faire ça. Et il peut aussi faire ça. Le Nasdaq nous l'a fait plein de fois. Il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire qu'il faut évidemment prévoir des invalidations. Il n'y a aucun modèle qui est sûr à 100%. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer quand même assez fréquemment, hein, notamment les indices et le Euro-USD, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel, notamment les mardis, mercredis, jeudis. Voilà, bon, allez vérifier sur votre chart. Donc, modèle du Turtle Soup, ben, je mettrai, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je le dis, puis je pense pas à le faire après. Je vous mettrai quelques références qui vont vous permettre d'étudier ça. Et vous regarderez par vous-même. Et prenez le temps d'étudier ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose, notamment pour le day trading, qui peut tout à fait s'employer au quotidien, mais c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir observer sur des zones temporelles qui vont être plus larges, hein, et cette fois-ci qui ne vont pas être contraintes par les sessions. Je pourrais prendre l'exemple que ICT donne dans son... Alors ça, c'est le Mentorat 2023 ICT Price Action Workshop. C'est celle du 15 juin 2023. Donc c'est pas ça, il y a un an, quoi, hein, c'est quand même assez récent. Et voilà l'exemple qu'il donne. Hein. Et bien ici, on a prise de liquidité, info breakout. Alors souvent, ça va se traduire par une bougie qui va venir prendre le dernier plus haut et qui clôture sous ce dernier plus haut. Et on le voit bien ici. Après, on va avoir une impulsion baissière qui va laisser derrière elle une inefficience, en l'occurrence ici, et qui va correspondre également à un breaker. On voit bien sur cette dernière bougie baissière. Donc on rentre ici. Et la vocation, après, serait de venir prendre le plus bas de cette impulsion. Et on voit bien ici, on est sur la London, et après, à la New York, donc entre 7h et 9h, on voit bien ici, la ICT Kill Zone, et on voit pas les horaires ici, mais je pense qu'on doit être autour de 9h30, 10h, voilà, après l'impulsion. Donc ça, c'était sur le dollar. Donc c'est une dynamique qu'on peut observer sur le dollar et l'utiliser pour trader les risk-on, donc les indices, le gold et pourquoi pas aussi Bitcoin. Hein. C'est-à-dire que c'est peut-être moins clair sur les collatéraux, sur les contreparties, pardon. C'est quelque chose qui sera peut-être moins clair, mais que vous allez pouvoir utiliser si vous observez ce genre de dynamique sur le dollar. C'est pour ça que je vous invite à toujours regarder le dollar. Si vous observez ce genre de dynamique sur le dollar, vous pouvez très bien vous dire, bah, je ne sais pas ce que le SP500, le Nasdaq ou le Bitcoin est en train de montrer en termes de structure, mais par contre, je sais que je peux m'attendre ici à un flux haussier sur les risk-on. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai samedi ou dimanche, je vais faire un weekly review. Je pense que là, cette fois-ci, ça sera public. Hein, donc, je vais probablement reprendre des éléments que j'ai développés avec vous aujourd'hui. Sans évidemment pas parler des modèles qu'on peut travailler ensemble qui vous sont réservés. Donc, soyez extrêmement prudents. Aujourd'hui, on a le prélim Consumer Sentiment, donc ça c'est un indice de confiance des consommateurs. C'est pas forcément là qu'on va observer le plus de volatilité. A priori, le marché anticipe quand même une hausse de cet indice. Donc on va quand même observer s'il y a un gros gap entre ces prévisions et ce que l'indice va montrer, les annonces qu'on va avoir, on pourrait avoir quand même un effet d'annonce. Donc il faut de toute façon, à 10h, enfin, même dans la demi-heure ou dans les 10-15 minutes qui précèdent cette news, il vaut mieux être sorti. Et puis après, acter, voir un peu ce que le marché nous réserve pour la clôture de la semaine. Allez, bonne journée.